bonsoir à vous tous et bienvenue dans Un œil sur l'actualité, le rendez-vous qui reçoit les acteurs de la vie sociopolitique de notre pays pour revenir sur les sujets qui font l'actualité. Ces acteurs avec nous analysent, commentent, débattent de ces sujets pour que nous comprenions ou voyons leur avis sur ces sujets. Aujourd'hui, nous recevons dans Un œil sur l'actualité Fulbert Sassou Atisso. Il est le président du parti politique Le Togo Autrement. Fulbert Atisso, merci d'accepter l'invitation. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Ça fait toujours plaisir et ça fait longtemps que nous avons reçu. Tout à fait, ça fait longtemps. Vous ne m'appelez pas souvent. Peut-être que vous n'aimez pas mes analyses. Non, pas du tout. Il y a aussi vos occupations. Absolument. Qui font que, voilà. Je voyage aussi beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir dans Un œil sur l'actualité. Nous allons revenir abondamment sur la victoire de Donald Trump lors de la présidentielle américaine. Une victoire qui a déjoué tous les sondages, mais pour les analystes politiques sérieux, c'était improbable qu'Hillary Clinton l'emporte. Nous verrons surtout quelles vont être les implications de la politique de Donald Trump sur l'Afrique. L'Afrique, le continent qui a toujours tout attendu de l'Europe. Le futur président américain n'a presque pas du tout parlé du continent noir. Est-ce que nous allons assister à des bouleversements importants? Et puis nous reviendrons au Togo pour parler un peu de la situation des droits de l'homme dans notre pays après le dernier passage du Togo à l'examen périodique universel. Fulbert Atisso, je m'en voudrais de commencer sans vous demander comment se porte le Togo autrement. Oui, le Togo autrement se porte bien. Nous nous portons bien parce que notre travail que nous sommes en train de faire actuellement, c'est d'implanter le parti. Nous sommes en train de travailler beaucoup sur Lomé parce que vous savez que chaque fois que vous créez un nouveau parti politique, la première tâche c'est de l'implanter. Et pour l'implanter, il faut se trouver un fief. Et compte tenu de notre histoire, enfin nous qui avons créé le parti, mes amis et moi, et compte tenu aussi de l'analyse que nous avons faite de la situation politique du Togo, nous avons choisi pour fief Lomé. Et donc, la première étape du travail que nous sommes en train de faire, le travail d'implantation, c'est de mailler complètement Lomé. Parce que nous voudrions que si jamais il y a des élections au Togo, tout à fait, élections législatives et probablement les élections locales, que nous puissions avoir des élus sur Lomé. Nous voudrions avoir des élus sur Lomé et nous travaillons sérieusement dans les quartiers, mais dans le silence. Parce que vous savez qu'au Togo, nous aimons beaucoup la politique spectacle. Donc, nous avons choisi de rester à l'écart des écrans et des médias pour faire un travail de fond. Ce travail justement, c'est là où je dois en venir. C'est vrai que c'est une question que je pose généralement quand je reçois les acteurs politiques, de savoir comment se porte leur formation politique. Et j'avoue que tous me donnent pratiquement la même réponse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de savoir réellement que le parti, le Togo Autrement, travaille? Ce qui vous permet de le savoir, c'est de venir nous voir, par exemple. Alors, cet après-midi, nous serions à Bénou. Donc, si vous voulez, je peux vous inviter à venir. Donc, nous faisons des rencontres dans les quartiers avec les populations. Mais nous avons choisi de faire ces rencontres pas sur la place publique, dans des enceintes closes. C'est-à-dire que quand nous arrivons dans un quartier, nous essayons de voir les personnes les plus importantes, ceux qui sont écoutés dans le quartier, et nous les rassemblons dans une enceinte close. Nous discutons avec eux et nous discutons avec ces personnes-là et nous leur faisons connaître notre parti, son idéologie, le travail que nous avons l'intention de faire. Et donc la semaine qui suit, nous sommes dans un autre quartier et nous profitons aussi de ces rencontres-là pour mettre en place de petites cellules, ce qu'on appelle les sous-sections. Pourquoi vous voulez des enceintes closes? Vous n'avez pas envie que le grand public sache que le Togo Autrement fait des activités ici? Non, c'est notre démarche, c'est la compréhension que nous avons de l'efficacité de notre travail. Parce que vous savez que quand c'est une rencontre que vous faites, c'est un meeting que vous faites sur la place publique, vous êtes obligé d'avoir une autorisation de l'État. Donc il faut aller chercher une autorisation.
Et puis, quand vous faites une rencontre sur la place publique, il y a beaucoup de gens, des badauds, des passants qui viennent vous voir. Ça vous distrait un tout petit peu, ça distrait les gens qui viennent vous écouter. Et puis, les médias aussi peuvent venir. Mais si vous voulez faire un meeting sur la place publique, c'est un autre travail que vous faites. Mais nous avons choisi les enceintes closes. Comme ça, nous discutons avec des gens. Et ces gens-là sont les relais des idées, des idéologies, enfin de l'idéologie de notre parti dans le quartier. Et après que nous aurions maillé le quartier, eh bien, nous sortons sur la place publique pour inviter tout le quartier à venir nous écouter. Donc voilà un peu le travail que nous faisons. Ça fait quand même plus d'1 an que vous existez et vous faites ce travail dans l'ombre. Quel résultat vous-même vous pensez avoir déjà atteint? Le résultat que nous avons atteint, c'est que les gens commencent à connaître le parti. Vous savez, quand nous sommes nés, nous avons dit, notre idée, c'est de faire la politique autrement. Beaucoup l'ont dit avant nous, mais nous sommes partis à la suite de ceux qui l'ont dit avant nous, parce que nous nous inscrivons dans un renouvellement de génération. Déjà, nous nous inscrivons dans un travail qui soit différent du travail qui a été fait jusqu'à présent. Et donc, nous avions dit que il s'agit aussi pour notre parti de pouvoir connaître les problèmes qui existent dans les quartiers, les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Documenter ces problèmes, connaître ces problèmes, les problèmes même nationaux, les problèmes qui se posent sur toute l'étendue du territoire. Documenter ces problèmes, avoir de bonnes informations. Et comme les populations sont dans des situations difficiles, sur le faux, attirer l'attention des autorités, dont la mission est de régler ces problèmes-là, sur le fait que les autorités doivent régler ces problèmes. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ce travail est beaucoup plus difficile dans la mesure où nous sommes dans un pays où, quand vous prenez un problème et que vous voulez le documenter, la possibilité d'avoir des informations fiables est très difficile. C'est comme par exemple quand vous dites, nous voulons faire un travail sur Wassem. Wassem, qui est une société implantée dans la zone franche, qui est décriée parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette société. Vous ne pouvez pas avoir les vraies informations. Alors, donc voilà toute la difficulté que vous avez au Togo quand vous voulez faire un travail, d'avoir les informations, parce que le Togo est un pays fermé, le régime est fermé, les chiffres ne sont pas communiqués, le régime lui-même communique peu, et donc nous rencontrons des difficultés à faire ce travail-là, c'est-à-dire documenter les problèmes auxquels les populations sont confrontées, attirer l'attention de l'État sur ces problèmes de manière à amener l'État à régler ces problèmes-là. Donc il y a quelques difficultés à ce niveau. Maintenant, faire la politique autrement, c'est aussi réfléchir sur la manière d'aller vers l'alternance. Puisque au bout du compte, le résultat que nous attendons au sein de l'opposition, c'est l'alternance. Depuis 25 ans, elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore une réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons qu'il y a 2 ressorts sur lesquels un parti de l'opposition doit s'appuyer s'il veut aller vers l'alternance. Le ressort populaire et le ressort de la communauté internationale. Le ressort populaire est quelque peu cassé, parce qu'on l'a tellement utilisé. Absolument. Surtout après le 12 juin 2012, où il y a eu cette foule gigantesque, par exemple, à Décon. On ne sent plus trop cette grande capacité de l'opposition à mobiliser. Tout à fait. Tout simplement parce que il y a une désaffection de la population. Mais comment ça s'explique au même moment où les gens sont en train, par exemple, de dire que tout va mal, qu'ils ont besoin de changement? En ce même moment, l'opposition est désavouée. Oui, cela s'explique par le fait que l'opposition n'a pas su, en dépit de ce qu'elle a reçu un grand soutien de la population togolaise, à atteindre le résultat que tout le monde attendait. L'aspiration des populations qui est l'alternance. Parce que quoi qu'on dise, toute société a besoin de renouvellement, de changer, etc. C'est le cas aujourd'hui des États-Unis, où les Américains ont voulu sortir du système.
le ping-pong entre républicains et démocrates, les Américains ont voulu en sortir. Au Togo aussi, le peuple n'est pas différent, le peuple veut du nouveau, un renouvellement, le peuple a besoin d'un changement, d'une alternance à la tête de l'État. L'opposition n'a pas réussi à atteindre ce résultat, donc d'où la déception. La deuxième chose aussi, c'est toutes les turpitudes aussi de l'opposition, les erreurs, les bourdes, et même les revirements. Surtout ça aussi. Bien sûr, les revirements. Tantôt, vous voyez quelqu'un qui se dit de l'opposition, avec de grands slogans, avec des critiques acerbes contre le pouvoir, et demain on le retrouve du côté de ce même pouvoir et qui dit, bon, maintenant j'ai changé, j'ai mieux compris les choses. Donc les populations ne se retrouvent pas dans ces choses-là. Donc cela explique, à mon avis, la déception et la difficulté aujourd'hui à mobiliser les populations. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le ressort populaire est cassé. Oui. Mais il peut être ressoudé. Comment? Donc, il peut être ressoudé si les partis l'ont compris. Moi, j'ai l'impression, Fulbert Atisso, puisque nous sommes dans les analyses, qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition ne proposent rien de neuf. C'est les mêmes choses depuis 90. Il n'y a rien de nouveau. Oui, mais est-ce que... alors que quand vous voyez la jeunesse, enfin, la population, elle s'est rajeunie. Il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées, des gens qui ont atteint l'âge de la majorité, des gens qui ont étudié, les besoins sont nouveaux, les problèmes sont nouveaux, tout est nouveau, mais le message des politiques est le même. Oui, vous savez, ce que j'ai envie de dire, le message a un contenant et un contenu. Le contenant, il est clair, il ne peut pas changer. C'est le fait qu'au sein de l'opposition, nous portons l'alternance, nous portons la gestion différente de l'État, nous portons le renouvellement du personnel politique dirigeant et la capacité à créer les lendemains qui chantent, c'est-à-dire une nouvelle vie pour les Togolais. Donc l'opposition est porteuse de cela. Nous portons cela. Nous voulons renouveler le personnel politique qui existe depuis 50 ans. Nous voulons gérer le pays autrement. Et à travers cette gestion autrement, nous créerons le mieux-être. Donc voilà le contenant. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous que la génération qui recevait les messages de l'opposition à partir de 90 n'est plus la même aujourd'hui. Celui qui avait 5 ans en 90 est devenu aujourd'hui, voilà, il est peut-être papa. Il est papa, il est devenu aujourd'hui électeur. Est-ce que nous devons lui servir le même discours que nous avons servi depuis 25 ans? Non. C'est en cela que je suis d'accord avec vous, Samuel, que l'opposition n'a pas su adapter son discours à l'évolution des générations que nous avons au Togo. Le discours est resté le même. Donc, je pense qu'il y a une adaptation du discours, il y a des propositions nouvelles à faire et il y a une étude à faire de la société pour la comprendre comme Donald Trump l'a fait. Il a su étudier la société américaine, il a su comprendre la société, il a proposé ce que voulait la société américaine. Donc je pense que c'est ça, c'est cet exemple-là que nous devons suivre au Togo. Et ça, est-ce qu'on peut le faire en ayant les mêmes acteurs? Parce que j'ai aussi le sentiment qu'on demande l'alternance au pouvoir, mais au sein de l'opposition, on refuse cette alternance. Moi, je ne suis pas un vieux acteur. Oui, bon, c'est vrai, c'est beaucoup de jeunes, mais quand je m'amuse aujourd'hui à reprendre les anciennes vidéos, par exemple de la conférence, à l'époque, je devais avoir 6 ou 7 ans, quand je reprends ces vidéos, je vois c'est les mêmes têtes qui étaient très jeunes et qui sont là aujourd'hui, têtes blanches, mais qui veulent toujours conduire la destinée de ce pays. C'est pour cela que nous sommes venus aussi, en pensant que les autres n'étaient pas mauvais ou ne sont pas mauvais, mais les autres correspondaient à une génération et à un type de discours. Aujourd'hui, il faut que d'autres aussi prennent leur suite, viennent, tout en ne les bousculant pas en disant vous avez échoué, quittez la scène politique, mais en prenant leur suite et en proposant du nouveau. Bon, maintenant, est-ce que nous qui sommes la nouvelle génération qui arrive, est-ce que nous proposons cette nouveauté? Est-ce que nous incarnons véritablement ce renouveau avec un nouveau discours, avec de nouvelles propositions?
En tout cas, moi je le pense profondément que cela est notre rôle et nous devons tout faire pour incarner ce rôle-là. Parce que, eh bien, si ça ne marche pas, si le peuple est désabusé, si le peuple est déçu, mais il reste encore profondément attaché à l'alternance. Moi, je ne pense pas que ce peuple voudrait que ceux qui dirigent le pays depuis 50 ans soient encore là. Je ne pense pas. Je ne vois pas le peuple togolais dans cette posture-là. Mais c'est vrai que l'opposition n'arrive plus à incarner l'espoir, à mobiliser les gens. Et ça, elle peut refaire ce travail-là. Et ce travail-là, à mon avis, pour le refaire ou pour le faire, il y a nécessité même d'une concertation au sein de l'opposition. Nous ne pouvons pas rester des partis comme ça séparés, hétéroclites, pour redonner confiance aux populations. Parce que les populations togolaises ont toujours estimé que ce n'est que dans une cohésion que l'opposition pourra gagner. Mais on voit aussi que plus elle tente de s'unir, plus elle vole en éclats. Vous avez vu le conclave? J'ai vu le conclave, j'ai vu... Les regroupements même qu'il y a eu, CST, CST, Arc-en-Ciel. C'était des regroupements formidables, mais qui ne se sont pas suffisamment inspirés du passé pour comprendre le passé et incarner différemment l'avenir. Ça a été un peu le mal du CST. Je l'ai compris dès le début. Je l'ai dit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas appartenu à ce regroupement, qui a mobilisé un monde fou, mais qui n'a pu rien faire avec. Parce qu'il n'avait pas réfléchi au préalable sur ce qu'il devait faire avec cette mobilisation, en s'inspirant du code de toutes les coalitions qu'il y a eu dans le passé. Je pense que ça a été le même cas pour la coalition Arc-en-Ciel. Donc aujourd'hui, il est important que si l'opposition veut aller vers une nouvelle cohésion, ce qui est une nécessité, elle doit aller vers cette cohésion si elle veut engranger des résultats, des réussites. Mais il faut davantage s'inspirer du passé, tirer les enseignements du passé, aller vers une cohésion, étudier la société, proposer de nouveaux discours, ressouder le lien populaire et puis inverser les rapports de force. Parce qu'il est question aujourd'hui d'inverser les rapports de force avec le pouvoir qui est en place. Les rapports de force sont aujourd'hui en faveur du pouvoir. Le pouvoir n'a pratiquement pas grand-chose en face de lui. Et bon, les réformes, il ne veut pas les faire alors que ces réformes sont nécessaires si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons que ce pays marche. Le pouvoir ne veut pas avancer sur la question de la décentralisation. Le pouvoir ne veut pas avancer sur les problèmes sociaux. Le pouvoir est dans une logique de polissement de son image actuellement. Donc tout cela, à mon avis, l'opposition doit revoir sa copie. Et est-ce que cette même opposition qui doit revoir sa copie aujourd'hui arrive à rassurer les partenaires? Oui, justement, vous posez bien la question. Et là, vous me faites dire que le second ressort dont je parlais et sur lequel l'opposition doit davantage s'appuyer, s'il veut créer dans les brefs délais l'alternance, c'est la communauté internationale. Et là, je le disais tantôt que quand on veut faire de la politique, il faut de temps en temps regarder dans le rétroviseur pour ausculter le passé, tirer des enseignements du passé. Vous savez qu'en 1958, si nous avons pu gagner des élections pour obtenir l'indépendance, c'est parce que le CUT et la Juventus avaient exploré ce ressort-là, le ressort de la communauté internationale. Parce que toutes les élections étaient gagnées par les partis alliés de l'autorité de tutelle, qui était la France. Parce que la France manipulait les élections pour le PTP, l'UCPN et les partis qui lui étaient affiliés. Le CUT et la Juventus, les partis nationalistes, ont dû faire des missions auprès de l'ONU, qui avait en charge le Togo, et ces partis ont obtenu que l'ONU vienne organiser les élections au Togo. Moi, je pense que ce que nous avons à faire, ce que l'opposition a à faire, c'est de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections, notamment l'élection de 2020,
connaissent une forte implication de la communauté internationale. Mais il y a 2018 avant. Il y a 2018, les élections législatives. Je ne suis pas en train de les banaliser, mais déjà le travail doit commencer à partir de ces élections locales et législatives. Ces échéances sont, à mon avis, trop proches. C'est pour ça que je mets le curseur sur 2020 en estimant que nous avons suffisamment le temps par rapport à 2020 pour faire un travail. On l'a fait en Guinée. En Guinée, l'élection qui a porté à la tête de l'État Alpha Condé a été supervisée, la CENI a été chapeautée par un étranger. Oui. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire au Togo? Pourquoi nous ne pouvons pas aller à la Maison Blanche et Donald Trump, à l'Élysée et partout ailleurs pour expliquer que le vrai problème du Togo, ce qui fait que le Togo ne change jamais, c'est parce que les élections n'ont jamais été transparentes. Elles n'ont jamais été acceptées par toutes les parties. Les Togolais n'ont jamais accepté à l'unisson les élections qui sont organisées. Venez vous impliquer dans les élections au Togo pour que nous sachions réellement quelles sont les forces, quelles sont les jauges des partis politiques. Je pense que ce travail-là, nous pouvons le faire, obtenir que la communauté internationale ne vienne pas seulement observer les élections, mais qu'elle s'implique dans l'organisation et dans le prononcé du verdict même des élections. Mais là, peut-être dans ce cas, vous aurez en face le pouvoir qui va vous parler de la souveraineté du Togo. Oui, mais la souveraineté, ce fameux concept du droit international, on le manipule au gré des situations que l'on a. Quand on veut parler de l'AGOA, par exemple, de l'aide publique au développement, pourquoi n'évoque-t-on pas la souveraineté? Nous sommes aussi souverains. Un pays souverain, ça se dirige. Un pays souverain, ça a sa monnaie. Nous utilisons encore le franc CFA. Pourquoi on n'évoque pas la souveraineté par rapport au franc CFA qui est parrainé par le Trésor public français? Pourquoi n'évoque-t-on pas la souveraineté lorsque la communauté internationale envoie des gens pour venir superviser les élections? En France, on ne va pas superviser les élections. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Donc, même en matière de sécurité, quand on a des problèmes avec les terroristes, justement, tout ça, vous me le rappelez, l'exemple du Mali. Oui. Est-ce que le Mali n'est pas un État souverain? L'amunissement et toutes les missions qui sont là-bas, qui traquent les rebelles, est-ce que l'État n'est pas souverain? Donc, cette manipulation au gré des intérêts du concept de souveraineté, je pense qu'il faut s'en départir. Lorsque dans un pays ça ne marche pas, eh bien le pays est souverain, mais on peut rechercher l'arbitrage de personnalités neutres. Lorsque tout est pourri, parce qu'il y a aussi le concept de tous pourris. C'est-à-dire qu'on estime qu'au Togo, d'où qu'on prenne une personne, même qu'elle vienne de la société civile, elle a son prix. Elle est manipulable, on peut l'instrumentaliser. Bon, dans ces conditions-là, si le parti UNIR sait réellement qu'elle gagne les élections et qu'elle va gagner encore les prochaines élections comme elle est en train de les préparer, eh bien qu'elle accepte que nous ayons des arbitres neutres pour venir s'impliquer dans l'organisation des élections. En tout cas, pour notre parti, c'est la bataille que nous allons faire pour 2020. Il faut absolument que pour qu'on organise des élections ici, que la communauté internationale, des représentants de la communauté internationale viennent s'impliquer aussi bien dans la supervision, dans l'organisation, que dans le prononcé des résultats. Mais est-ce que vous pensez que ce sera faisable? J'en veux pour exemple la dernière élection où l'OIF était là, on devait faire des audits du fichier et tout ça. Après, c'est l'opposition elle-même qui, après s'être regroupée avec le pouvoir, a réussi à trouver la fameuse formule que le fichier n'est pas fiable mais consensuel. Cet épisode malheureux, je ne le comprends pas. Je ne l'ai pas compris. Pourquoi l'OIF, qui avait en charge le travail de nettoyage du fichier, et qui, après avoir fini ce travail, a dit, eh bien, ce fichier n'est pas au point et qui ne peut pas servir à organiser des élections propres. Mais
l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition l'a accepté quand même en disant que voilà, c'est un fichier consensuel. Bon, ça a été une expérience. Ne revenons pas beaucoup sur cette expérience malheureuse. Oui, bon, si je vous pose la question, c'est parce que peut-être en 2020, cette même opposition nous sortira encore une formule pour justifier l'injustifiable. Oui, peut-être que il va y avoir une partie de l'opposition. Du moment que les gens ont envie qu'on inscrive peut-être dans leur CV, ancien candidat à l'élection présidentielle, qu'ils veulent aller forcément, ils font tout pour y aller. Bon, moi je n'ai pas envie d'être un ancien candidat à une élection présidentielle. Ça ne me sert à rien. Je veux être un candidat qui gagne, qui a envie de gagner. Notre parti a envie de gérer un jour ce pays. Et donc je dis, ce que vous dites là, c'est aussi, comment on peut l'appeler, les remue-ménages qu'il y a au sein de l'opposition, les travers de l'opposition. Vous avez parfois une opposition à géométrie variable, où les gens ne voient pas les choses de la même façon. Comme vous le dites, il est possible qu'en 2020, nous soyons en train de poser ce problème, certains d'entre nous soient en train de poser ce problème-là, et que d'autres disent, bon, nous sommes souverains, on n'a pas besoin que les gens viennent pour s'impliquer dans l'organisation des élections. Cela est possible. Mais moi, je suis en train de tracer une piste en me disant que aussi bien le parti au pouvoir, UNIR, que les partis de l'opposition, nous disons tous que nous voulons que ce pays soit apaisé. Nous voulons tous qu'on organise des élections qui soient acceptées par tous. Pour une fois, après 1958. Alors, si le parti UNIR sait qu'il gagne toutes les élections, c'est ce qu'on nous fait savoir finalement. Le parti UNIR gagne systématiquement toutes les élections. Comme si le peuple était bête et analphabète. Comme si le peuple togolais ne voulait pas de changement. Alors, s'il sait qu'il gagne toutes les élections, qu'il accepte pour une fois que les élections soient libres. Et pour que les élections soient libres, nous n'avons pas confiance dans les institutions qui sont en place. Donc il faut que des gens neutres qui viennent de l'étranger s'impliquent dans ces institutions pour organiser ensemble avec ceux qui sont des locaux qui animent ces institutions, les élections, pour que nous sachions réellement les forces des partis politiques. Parce que moi, je ne suis pas convaincu que UNIR, le RPT et UNIR ensuite, a tout le temps gagné les élections. Je suis davantage convaincu du contraire. Je pense que nous sommes dans une situation où UNIR a la faveur des rapports de force. Elle a les forces de défense de sécurité, elle a les services de renseignement, elle a mis les grands opposants sur écoute, elle a les moyens d'État, le puits d'argent qu'on utilise. Et donc, voilà un peu la faveur des rapports de force. Et maintenant, nous disons, avec ce rapport de force que vous avez, et qui fait que nous jouons un pot de terre contre un pot de fer, eh bien, acceptez pour une fois que d'autres viennent s'impliquer pour qu'on sache réellement les poids des partis politiques. Avant de quitter ce sujet, il y a des questions qui reviennent à chaque fois sur Facebook quand nous annonçons un invité. Il y a eu un certain nombre de questions. Il y a Edem Aboudjo qui demande où en êtes-vous avec l'appel que vous avez lancé entre-temps. Je crois qu'il veut parler de l'appel des patriotes. Non, il ne veut pas parler de l'appel des patriotes. Il veut parler de l'appel à la constitution du Front de refus. Oui, parce que l'appel des patriotes, c'était antérieur au parti Le Togo autrement. Donc, il parle du Front de refus. Mais l'un dans l'autre, quand vous prenez l'appel des patriotes et l'appel pour la constitution du Front de refus, les deux se rejoignent en réalité. Les deux choses se rejoignent parce que les deux appels demandent à l'opposition de se reconstituer, de constituer une cohésion autour de thématiques à défendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans mes dernières sorties, notre parti a toujours dit que nous sommes davantage pour les unions autour de thématiques, pas des unions où les gens se disent nous nous rassemblons pour faire de la politique ensemble. Et donc je dois vous dire qu'il y a des discussions qui se font
Nous sommes en train de discuter. Si nous disons que l'opposition est fissurée, qu'elle est déchirée, cela ne veut pas dire que les partis ne se voient pas pour discuter. Les partis se voient pour discuter. Et je pense que les collègues qui viennent aussi sur les médias le disent. Donc nous nous voyons pour discuter. Et donc je dois répondre à ce téléspectateur, à M. Edem Aboujor, que l'appel que nous avons lancé est encore d'actualité parce que c'est ce que le peuple demande aux partis de l'opposition de faire. Il demande toujours, hein, M. Fulbert, sincèrement, croyez-vous que les partis politiques peuvent permettre un jour l'alternance au Togo? Oui, je pense que les partis peuvent permettre l'alternance au Togo et c'est leur rôle, c'est dans leur mission. Vous savez, au Togo et même ailleurs, il faut le comprendre, on le voit même aux États-Unis, les partis ont perdu de leur brillance. Nous sommes dans une étape où les partis se délitent. Les populations ne font plus beaucoup confiance aux partis politiques parce que ces appareils n'ont pas apporté les réponses aux problèmes des populations. C'est aussi le cas aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Quand vous prenez la France, l'exemple que nous connaissons le mieux, la gauche et la droite qui s'alternent au pouvoir depuis des décennies. Ça risque de changer hein, très prochainement. L'extrême droite qui arrive très fortement. Peut-être que les États-Unis vont faire voilà, une émule. Il va y avoir une émule à partir de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, les partis se délitent parce qu'ils n'ont pas réussi à apporter les réponses aux problèmes des populations. Ce n'est pas seulement au Togo que ça se passe, partout ailleurs. Quand vous prenez le Bénin la dernière fois, les chefs de partis qui ont participé aux élections n'ont pas gagné. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de moyens aussi. Ils ont aussi des moyens, mais ils n'ont pas gagné les élections. C'est des gens qui sont des candidats indépendants, qui viennent de la société civile, qui gagnent. Et aujourd'hui, la société civile a le vent en poupe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous voyez dans beaucoup de pays, les gens se cachent derrière la société civile, mais pour faire de la politique. Mais moi, je pense qu'au Togo, les partis ont encore de beaux jours devant eux. Les partis ont de beaux jours devant eux parce que le problème du Togo est d'abord politique. Et ce sont les partis qui font de la politique. Et il s'agit simplement pour les partis, surtout ceux de l'opposition que je connais le mieux, de faire un aggiornamento, de changer, de faire une relecture de la société, de chercher à comprendre mieux la société et à s'adapter à elle. C'est une question d'adaptation. La société veut voir de nouvelles choses. La société veut voir des partis se rassembler. Même s'ils sont plusieurs, parfois on nous fait le procès, pourquoi vous créez de nouveaux partis alors qu'il y en a d'autres? Est-ce que nous avons opté pour un multipartisme intégral? Nous avons opté pour un multipartisme intégral. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui crée son parti. Tout le monde a le droit de créer son parti. Tout le monde a le droit de créer son parti. Mais maintenant, quand le parti est créé, le parti peut chercher à discuter avec d'autres partis qui existent déjà pour rechercher les points de convergence et s'arrimer autour de ce que j'appelle des thématiques à défendre. Donc les partis sont en difficulté, en l'occurrence les partis de l'opposition. Mais ces partis de l'opposition peuvent redevenir de vrais appareils qui travaillent pour conquérir le pouvoir et porter les aspirations des populations. Il y a Marcel Akadja, il dit bonjour Monsieur Fulbert, ce dimanche, pourquoi eux, tous les opposants, ils ne parlent plus de réforme et de décentralisation? Bon, pourquoi les opposants ne parlent plus de réforme et de décentralisation? Je pense que les opposants parlent de ces sujets-là parce que ce sont les sujets les plus importants à l'heure actuelle. Les réformes et la décentralisation. Nous, notre parti est davantage orienté vers la décentralisation que les réformes. Tout en sachant que la décentralisation elle-même est une réforme. Je pense que les partis continuent à parler de ces sujets. Mais les partis ont compris que pour avoir les réformes, il faut réorganiser les rapports de force. Parce qu'il
il est évident pour tout le monde, et d'ailleurs pour l'auditeur et le téléspectateur, l'internaute qui pose la question, que le parti UNIR ne veut pas faire les réformes. Bon, la simple de son côté clame haut et fort qu'elle veut les réformes. Attendez, ça fait depuis quand? Mais que ce soit des réformes concertées, pas des réformes imposées. Oui, mais on a fini le H-Kroon depuis combien de temps? Ça fait belle ça fait pratiquement 3 mois qu'on a fini le H-Kroon. Les rapports ont été remis déjà. Ben, les rapports ont été remis. Alors, quel est le rôle du chef de l'État? C'est de mettre en place sa fameuse commission de réflexion. Il a besoin de combien de temps pour faire ça? Il a besoin d'une journée pour mettre en place sa commission de réflexion. Il n'a pas fait jusqu'à présent. Alors, peut-être qu'il veut ratisser large. Il veut ratisser large, même s'il veut ratisser large. Il doit prendre tout ce temps-là, alors que le temps passe, alors que nous nous acheminons vers d'autres élections. Et s'il n'y a pas de réforme, oui, mais est-ce que ce n'est pas, c'est peut-être pour éviter ce qu'on reproche à la Constitution de 92, d'avoir été une Constitution précipitée et qui a été faite contre un camp. Aujourd'hui, le chef de l'État est peut-être en train de prendre tout son temps pour ratisser large, pour réunir tous les acteurs et toutes les propositions afin qu'on ait un test le plus consensuel possible. D'abord, je voudrais vous dire que... C'est vrai, je ne suis pas son avocat, mais oui, j'essaie d'imaginer. Vous interprétez son attitude et vous l'interprétez bien. C'est ce que d'autres disent d'ailleurs. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord de déconstruire l'idée que la Constitution de 92 n'a pas été consensuelle. Qu'est-ce qui explique ce vote, ce plébiscite de cette 98%. Constitution? Alors, qu'est-ce qui explique ça si cette Constitution était contre certains, ou bien si cette Constitution n'était pas consensuelle? Ça, c'est un argument qu'on a développé après pour justifier les perversions auxquelles le parti au pouvoir s'était livré. Les retouches, ce qu'on a appelé les toilettages. 2002 puis 2005. Tout à fait. Donc, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Deuxième chose, le chef de l'État a annoncé la création de sa fameuse commission de réflexion depuis 2014. Nous sommes en 2016 et tout le monde pensait que le sommet, en tout cas la conférence du H-Kroon, constituait un point de départ pour relancer la machine et mettre en place cette commission. Donc ça fait 3 mois et plus que cette commission n'est pas mise en place. Pour moi, Togolais, je ne parle pas dans la peau d'un acteur politique. Pour le citoyen que je suis, l'interprétation que je fais de ce comportement de l'exécutif, c'est qu'il n'y a pas de volonté de faire les réformes. Et cette mauvaise volonté, on l'a déjà exprimée à d'autres occasions à l'Assemblée nationale, en rejetant certaines propositions et projets de loi qui ont été déposés sur la table de l'Assemblée nationale. Donc pour nous, le pouvoir ne veut pas faire les réformes. Alors, si je veux répondre à la question de l'internaute, je ne pense pas que cela vaut la peine que nous venions sur les médias pour crier « nous voudrions les réformes, nous voudrions les réformes ». Mais il vaut mieux préparer pour développer, à mon avis, le rapport de force nécessaire qui permettrait à l'opposition d'exiger ces réformes et de contraindre ceux qui refusent de les mettre en œuvre à les faire. C'est ça qu'il faut faire. Donc nous n'avons pas refusé de parler des réformes ou nous n'avons pas relégué aux oubliettes la question des réformes, mais nous nous concertons et nous travaillons pour voir comment est-ce que nous pouvons faire pour que les réformes se fassent. Merci Fulbert Atisso pour tous ces mots d'introduction. Nous allons passer au grand sujet de cette émission, c'est la victoire aux États-Unis de Donald Trump. On sait que toute l'opposition togolaise rêve de voir cela arriver un jour. Une victoire qu'il faut le rappeler a déjoué tous les pronostics et les sondages en la matière. D'ailleurs, nous verrons si ces sondages sont réellement crédibles, s'il faut y croire aujourd'hui. Mais je vais vous inviter à suivre un des discours de Donald Trump, c'est en anglais. Faites attention, ça a été traduit en français, c'est écrit. Essayez de lire pour voir un peu ce qui se cache derrière le personnage. But you also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power.
how does... I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya. Look at Iraq. Iraq used to be no terrorist. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy, he was a horrible guy, but it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power? 100%. Now, as far as Assad is concerned. What about the human rights abuses? Let's talk about, well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. I mean, look what happened. Libya's a catastrophe. You look at our ambassador as an example, okay? Libya is a disaster. Iraq is a disaster. Syria is a disaster. The whole Middle East. And it all blew up around Hillary Clinton and around Barack Obama. It all blew up. Now, one thing about Assad, not a good guy. I understand that. But we're backing and spending billions and billions of dollars on backing rebels that we have no idea who they are. And a lot of people think they're ISIS. I happen to think they're ISIS, but who knows? But we're spending billions of dollars to get Assad out with people that we have no idea who they are. I don't think that's smart. We have to rebuild our country. Our country's falling to pieces. We have 19 trillion in debt. We have infrastructure that's a disaster. Our roadways, our airports, our schools, everything. We have to start thinking about ourselves. We're pouring trillions of dollars into the Middle East and we have nothing for it. We have nothing. Voilà un extrait d'une des interviews accordées par le candidat à l'époque. J'espère que vous avez pu lire. En tout cas, il a dit un certain nombre de vérités, Fulbert Atisso, puisque beaucoup de questions ici sont revenues sur sa liberté de ton. Il a parlé là de l'Irak et de la Libye. Le monde se porterait beaucoup mieux si Saddam Hussein et Kadhafi étaient encore vivants. C'est ce qu'il faut résumer. Mais on va d'abord s'intéresser à sa victoire. Je veux commencer par la question que pose cet internaute, Nouridine Agoro, qui demande, Monsieur le Président, sincèrement, quel était votre pronostic pour cette élection présidentielle américaine, Clinton ou Trump? Je vais vous préciser le fond de ma pensée. Oui. J'étais pour Trump. Et ceux qui m'ont approché l'ont su. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur les médias pour le dire. Mais j'étais pour Trump. Parce que, en fait, je voulais que les États-Unis sortent de cette aristocratie, on va dire, de ce système. Parce que quand vous voyez, par exemple, Madame Clinton, d'abord, elle a été la première dame de Bill Clinton pendant presque 8 ans. Et ensuite, elle a travaillé pendant 8 ans dans l'administration Obama. Et elle veut devenir président de la République. Sans oublier qu'au moment où son mari était sénateur, gouverneur et tout ça, elle était au premier poste. Tout à fait, elle était déjà dans la politique. 35 ans de vie politique, c'est ce qu'on dit. 35 ans de vie politique, c'est ce qu'on dit. Je voulais que les États-Unis en sortent de cet engrenage. Et je voyais dans Donald Trump, au-delà du discours qu'il faisait, je n'étais pas totalement d'accord avec tous ces discours, je voyais en cet homme un homme nouveau. Et là, l'interview qu'il a accordée, que nous avons suivie, où il fait le même procès aux dirigeants occidentaux de ce qu'ils ont fait de la Libye, de ce qu'ils ont fait de l'Irak. Il fait le même procès que nous, les Africains, nous faisons aux dirigeants occidentaux. Et c'est vrai que je ne l'ai pas vu venir à la Maison-Blanche, parce que nous avons été tellement manipulés par les médias occidentaux, et qui étaient l'accompagnateur d'un système, le système de la mondialisation, ce système qui adoubait Madame Clinton. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un danger? Est-ce que ces médias-là nous servent? Nous les prenons aujourd'hui comme, je ne sais pas moi, la belle soupe, mais c'est de la pure manipulation, il faut le dire. Absolument, absolument. C'est pour cela que nous n'avons pas vu venir Donald Trump à la Maison-Blanche. Parce que du côté de l'Afrique,
nous n'écoutons que les médias occidentaux. On voit beaucoup les gens jurer ici que moi-même je l'ai écouté sur RFI. Tout à fait. Donc ces paroles d'évangile, Oui. ces médias occidentaux. Et vous avez vu l'importance qu'on a accordée aux médias occidentaux lors du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime. On les a mis même sur un piédestal, hein, Oui, tout à alors fait. que nos confrères à la peau noire étaient complètement ignorés. Tout à fait. Alors que nous sommes... Et ça, malheureusement, plus c'est chez compétents. nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui le faisons. Hein. Ben oui. Ils sont venus et ils n'ont rien foutu comme job. Ils n'ont rien fait. Comme Ils n'ont job. rien fait. Ils ont été pris en charge aux frais de la princesse, logés dans de grands hôtels, enfin, le grand hôtel Radisson Blu. Puis ensuite, ils sont soi-disant partis avec des pactoles. Ils n'ont même pas été foutus de prendre un seul bon papier. Voilà. On n'a rien entendu de ce sommet à l'extérieur. Alors que vous, qui êtes de grands journalistes ici, et bon voilà, vous avez été complètement occultés. Oui, Personne même ne nos s'occupait presses de écrites vous. ici, c'est malheureux. On a proposé 250 000 à des gens pour toute la semaine du Qu'est-ce que sommet. c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, voilà ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que nous sommes sous la manipulation et l'instrumentalisation des médias occidentaux. Moi, je ne suis pas sûr que quand vous allez aux États-Unis, pendant les campagnes électorales, il n'y ait pas eu de prodrome, il n'y ait pas eu de signe qui montrait que Donald Trump était en passe de gagner. Parce que je me souviens que Donald Trump, à un de ses meetings, il a dit que ces meetings n'étaient pas suffisamment relayés par les médias, n'étaient pas suffisamment montrés. Voilà. Donc, Madame Clinton était privilégiée. Et ce qui a fait qu'on n'a pas vu venir, tout le monde pensait que c'est Hillary qui allait gagner, alors qu'elle était en difficulté. Parce que si elle n'était pas en difficulté, Obama et sa femme... Ça ne serait pas... Et moi, j'ai basé mon analyse sur ça. Je vois une candidate qui a d'abord le soutien de son mari, ancien président, qui a le soutien du président sortant et de sa femme, et qui, selon les sondages, n'est qu'à quelques poussières de son challenger. Il était logique qu'elle était en difficulté. Mais bien sûr, elle était en difficulté. Elle était en difficulté face à Donald Trump parce que Donald Trump a su analyser la société américaine, l'a comprise et a proposé ce que voulait cette société américaine. Alors que Madame Clinton était une femme du sérail. Elle s'inscrivait dans la continuité d'Obama. Obama qui, à mon avis, a déçu un peu les Américains, même si sa cote de popularité n'est pas très basse. La dernière fois, les Afro-Américains n'étaient pas abondamment sortis pour aller voter. Une grande partie de la population afro-américaine s'est abstenue parce que sur les dernières périodes, on a vu tous les crimes racistes qui ont été commis aux États-Unis. Donc, on n'a pas vu venir Donald Trump, mais je pense qu'il y avait des prodromes qui annonçaient sa venue à la Maison-Blanche. Et ça rejoint la question de Charles Soumadiago qui dit « Les médias ont pronostiqué la victoire de Clinton-Hillary, alors que c'est le contraire qui s'est passé. Pensez-vous que l'élection de Trump est une surprise ?» Oui et non. D'abord oui, parce que il venait un peu de nulle part. Parce que c'est un monsieur, quand vous analysez un peu son parcours, il a réussi dans les affaires. Mais ça n'a rien, notamment. Dans l'immobilier. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il n'a jamais été sénateur ni gouverneur, rien du tout. Tout à fait. Donc il n'était pas de l'establishment, comme on dit. Il n'était pas du système. Et il s'est imposé même au Parti républicain. Au départ, on l'a vu même un peu proche des démocrates. Moi, j'ai vu une photo dans laquelle Donald Trump était à la Maison-Blanche avec sa femme, en train de boire, de ricaner avec Hillary Clinton et Bill Clinton. Donc, c'est une photo. Donc, c'est des amis en réalité. Il était proche d'abord des démocrates, et puis ensuite, il a basculé côté républicain. Les ténors du Parti républicain ont refusé de le soutenir. Et donc, c'est une surprise, sa venue à la Maison-Blanche. Parce qu'on ne le voyait pas venir, il n'était pas l'homme du système, rien ne le prédestinait à ce poste-là, et puis toute la communauté internationale était contre lui.
fait, tout le système de la mondialisation, les accords, les regroupements, l'OTAN, tout le monde était contre lui. Donc c'est une surprise qu'il soit à la Maison-Blanche. Non, ce n'est pas une surprise parce que, eh bien, je pense que le peuple américain, parce qu'il faut davantage parler de ce peuple américain, voulait du nouveau, voulait avoir un homme nouveau, un homme qui ne soit pas dans le jeu de ping-pong que les démocrates et les républicains ont joué jusqu'à présent, mais qui sorte du système, qui n'est pas un apparatchik, qui n'a jamais été sénateur, mais qui propose ce que veut le peuple américain. Donc, dans ce sens-là, ça n'est pas une surprise, parce que c'est un homme qui arrive au bon moment, qui propose les bonnes choses et qui converge avec les aspirations du peuple américain. Je crois que ça répond en même temps à sa seconde question. Qu'est-ce qui a été la force de Donald Trump? Je voudrais retourner à une autre question posée par Edem Aboudjo qui demande bonsoir, j'aimerais poser cette question à Fulbert. Avant, quand il était journaliste, j'appréciais beaucoup ses points de vue, mais depuis qu'il s'est lancé dans la politique, je vois qu'il met beaucoup de gants avant de se prononcer, alors que Donald Trump, on a vu tout ce qu'il disait, tout sans calcul. Qu'est-ce qu'il en pense? Belle question. Ce que j'ai envie de lui répondre, c'est que quand on est dans la peau de l'homme de médias, de journaliste, on peut se permettre de faire toutes les analyses. C'est comme la dernière fois, j'écoutais des journalistes deux journalistes sur une radio qui ont complètement démonté l'opposition. Bon, j'ai dit, ils sont dans leur rôle. Bon, cela ne veut pas dire qu'eux-mêmes, en tant que journalistes, sont plus crédibles que ceux qui animent l'opposition. Ils sont dans leur rôle. Moi, je ne suis plus dans ce rôle, je suis dans le rôle de l'acteur politique. Quand on est dans la peau de l'acteur politique, eh bien, on ne dit pas tout haut tout ce que l'on pense tout bas. On porte des gants, comme il a dit, on mesure ses propos. Et pourquoi? Parce qu'on a peur de heurter une sensibilité. Pourquoi? Oui. C'est justement du politique qu'on attend cette liberté de ton. Vous avez vu Donald Trump? Non. Il disait les choses très clairement. Il n'est pas politique, justement. Donald Trump, voilà, justement, vous répondez bien à la question de l'internaute. Donald Trump n'est pas un homme politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la politique, juste le parti politique classique, parlement, sénateur, et puis candidat investi par le parti républicain pour devenir président de la République. Donc il a brûlé les étapes, il s'est imposé et il a tenu un discours de citoyen, on va dire. Bon, moi, je ne peux pas tenir le même discours parce que je suis un acteur politique. Et parce que quand vous êtes acteur politique, le vrai problème, c'est que vous cherchez à la fois un électorat. Parce que tout le travail que vous voulez faire, c'est de briguer des mandats électifs pour régler les problèmes des populations. Parce que moi, je ne comprends pas, parce que j'écoute certains acteurs politiques au Togo qui pensent que la question, ce n'est pas un mandat électif ou la question, on n'est ni de l'opposition, on n'est ni du pouvoir, on vient parler, etc. Je ne sais pas. Donc, pour moi, quand on est acteur politique, on cherche à briguer un mandat électif pour régler les problèmes des populations. Et dès lors qu'on a le viseur d'avoir un mandat électif, on ne dit pas tout, on ne parle pas n'importe comment, on est obligé de faire des calculs, c'est ce que l'internaute dit. Mais Trump a la particularité de ne pas être un acteur politique. Et tout ce qu'il a dit lors des campagnes électorales qui l'ont porté à la tête de l'État. Son premier discours même qu'il a prononcé après, ça montre que le monsieur a changé. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit Donald Trump en train de devenir politique? Oui, c'est clair. Parce que dans son premier discours, on a vu un homme Moi, j'ai été étonné, par exemple, quand je l'ai écouté dans son premier discours, le 5 novembre, au lendemain de son élection. Il commence à faire l'éloge de Mme Clinton. Alors qu'il a passé tout son temps à dénoncer Mme Clinton et à ne lui trouver aucune qualité.
Du coup, Madame Clinton est une grande femme qui a fait un parcours brillant, etc. Et il appelle le peuple américain à l'unité. Il dit qu'il est le président de tous. Voilà, de tous les Américains. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il y a une différence, il y a un contraste, une dichotomie entre le fait d'être candidat à une élection et le fait de devenir président de la République. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques, par exemple, que l'establishment qu'il a complètement mis de côté le récupère aussi? C'est sûr. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Samuel. Parce que aujourd'hui, il est devenu président de la République. Il ne peut pas non plus marginaliser tous ceux qui étaient contre lui. Et, par exemple, quand vous prenez George Bush Jr., l'ancien président des États-Unis, cette erreur monumentale qu'il a commise en disant « Je suis allé voter », et il dit le vote qu'il a fait. Normalement, le vote est secret. Il dit « Je n'ai pas voté pour Trump, je n'ai pas voté pour Mme Clinton, j'ai voté blanc ». Normalement, on ne révèle pas le vote qu'on a fait. Bon, je pense que tous ces discours et tous ceux qui n'ont pas soutenu Donald, ben, il est obligé d'aller au-delà de tout cela pour rassembler tout le monde. Et c'est là où il y a le risque qu'il soit récupéré par l'establishment, qui lui disent « Ça, vous l'avez dit pendant votre campagne, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas diminuer les fonds de l'AGOA à destination de l'Afrique. Vous ne pouvez pas retirer les troupes sur le continent africain. Vous ne pouvez pas changer vos rapports avec l'Europe, etc., etc. » Finalement, ce ne sera pas un président si différent des autres. Hein? Ben, il va être un président différent de ce qu'il a été jusqu'alors, ou en tout cas du candidat Trump que nous avons connu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui a une certaine liberté, qui est fils de ses œuvres. Il s'est battu tout seul pour arriver là où il est. Je pense qu'il va avoir beaucoup de marge de manœuvre quand même pour développer sa politique. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues concernant les relations futures des États-Unis avec l'Afrique, parce que le candidat Donald Trump n'a justement presque pas du tout parlé du continent africain, et même dans une interview, quand il voulait parler de l'Afrique, il n'a pas hésité à dire que les Noirs, c'est des gens paresseux, des gens qui ne travaillent pas, qui passent leur temps dans les églises, à écouter des pasteurs qui sont en fait des gourous, qui attendent que la manne descende du ciel, etc. Bon, bref, est-ce que ça veut dire que c'est un monsieur qui va se désintéresser de l'Afrique? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que je vais vous faire cette remarque, ou en tout cas je vais faire ce rappel. Vous savez que quand vous prenez l'administration Bush et l'administration Obama, l'administration Bush a fait plus de choses à l'Afrique que l'administration Obama. Oui, voilà. Oui. Et c'est le paradoxe. C'est vraiment le paradoxe. C'est pour ça que, pour certains d'entre nous, Obama a été quelque peu une déception. Alors, je veux dire, ce n'est pas parce que Donald Trump a fait tout ce réquisitoire-là contre les Africains, certains sont faux, certains sont vrais, qu'il va se désintéresser de l'Afrique ou qu'il va remettre en cause tout ce qui a été fait en direction de l'Afrique par les États-Unis jusqu'à présent. Mais je pense que c'est un homme qui ne connaissait pas l'Afrique. Il ne connaît pas l'Afrique, ça c'est la première chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas parlé de l'Afrique dans sa campagne. Il ne pouvait pas parler de l'Afrique parce qu'il ne connaissait pas. De la même façon, les gens ont vite fait de le ranger dans l'extrême droite. Oui. Mais un journaliste européen a ironisé en disant Donald Trump n'est pas de l'extrême droite parce que si vous lui demandez de vous citer les noms des leaders de l'extrême droite européen, il ne les connaît pas. Donc il n'est pas de l'extrême droite. Il a emprunté des discours de l'idéologie populiste, il a emprunté des discours ici et là, comme ça pouvait l'arranger, et puis tout ça formait un amas qu'il a servi aux populations. Donc il ne connaissait pas l'Afrique, il ne pouvait pas parler de l'Afrique, mais je ne suis pas sûr qu'il va remettre en cause toutes les relations qui existent entre les États-Unis et l'Afrique. Mais ce qui est quand même, ce qui se fait interroger, c'est pourquoi l'Afrique attend toujours qu'on parle d'elle.
que quand il y a une élection en France, quand il y a une élection en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qu'on parle de l'Afrique. Moi, j'ai envie qu'on parle de l'Afrique. Pourquoi? En tant que partie du monde, Oui, mais en tant que continent, pas en tant nous, que... quand nous faisons nos élections, on ne parle pas des États-Unis. Quand nous faisons nos élections en Afrique, bon, on peut vous demander, par exemple, de quelle idéologie vous êtes. Généralement, nous nous référons aux idéologies occidentales. Parce que aujourd'hui, ici, au Togo, il y a des partis qui sont socialistes, Oui, oui. qui sont dans l'international socialiste. Il y a des partis qui sont d'autres idéologies. Mais le drame, c'est que l'Afrique veut qu'on parle d'elle en termes de ce que je ferai pour le continent africain. Oui, c'est vrai. Et ça, jusqu'à Moi- quand? moi- Moi, j'ai moi, envie de j'ai- demander, parce qu'il y a plein de questions ici aussi sur Vous ça. avez raison. Je vais vous faire lire cette analyse de Komi Edem Adjesode qui dit « L'Afrique n'a vraiment pas été anéantie par les deux grandes guerres. L'esclavage, oui, mais ça a été de notre faute. Rien n'a obligé les Africains à vendre leurs bras solides. L'Allemagne a été anéantie par les deux guerres. Pourtant, elle s'est relevée et est aujourd'hui la première puissance européenne. Alors pourquoi est-ce que nous continuons pas à penser que notre destin est lié à celui des autres de là-bas? C'est la question que pose Oui, l'internaute. oui, la question est pertinente. Alors, moi, je disais tantôt que quand on a organisé les élections aux États-Unis, les candidats ont parlé de toutes les parties du monde. La Chine est une partie du monde, on en a parlé. Pas vraiment, Ben, pas oui. comme... Quand, par exemple, Donald Trump disait que il était dans une démarche protectionniste des États-Unis, qu'il allait rapatrier toutes les industries américaines qui sont dans d'autres pays. Ce qui a plu à la couche qu'on a appelée les petits blancs et qui ont voté majoritairement. Alors, moi j'ai envie qu'on parle de l'Afrique En quel terme? en tant que partie du monde qui compte. Comme par exemple, on a parlé de l'Europe. Mais la question qui est posée, c'est que les Africains pensent qu'on doit parler d'eux en termes de qu'est-ce qu'on doit faire, à quelle sauce nous serions mangés Voilà. dans la politique qui va se développer prochainement dans le pays occidental où il y a une élection. Je pense que c'est ça. Oui. Et c'est ça qui est dommage. Et ça fait que, si je veux comprendre bien la posture de l'internaute, nous nous inscrivons toujours dans ce qu'on Une appelle... victimisation Ben voilà, à dans outrance. les éternels assistés, dans l'assistana. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Quelle va être l'enveloppe de l'aide publique au développement? Chez l'un ou l'autre candidat, comment parle-t-on de l'Afrique? On a toujours cette tendance. Et cela me fait réveiller mes convictions panafricanistes en me disant que ce continent a la malchance de ne pas avoir de bons leaders. Après la parenthèse que nous avons connue au début des années 60, avec de grands leaders comme Nkrumah, Olympio, Cabral, Lumumba, et puis après l'intermède de Sankara et Rollis un peu. Nous avons la chance d'avoir eu ces leaders-là pendant une période, des leaders qui ont été rapidement écartés du pouvoir, certains assassinés par l'impérialisme. Et du coup, nous sommes tombés dans l'escarcelle de leaders qui sont des jouisseurs, qui sont venus au pouvoir pour jouir. Et chez ces leaders-là, eh bien, on attend tout de l'Occident. Et on a fomenté les populations également dans cet état d'esprit. On n'a pas préparé les populations à se dire l'Afrique est un continent autonome Qui doit se prendre en charge. qui doit se prendre en charge et qui a tout pour se prendre en charge. Nous avons tout pour nous prendre en charge. Les ressources naturelles, les ressources matérielles, les ressources humaines. Depuis 50 ans, on en a formé beaucoup. Oui. Et c'est sur cela, par exemple, que Yaovi Samson Miso, il écrit « Donald Trump, il est direct. C'est ce que plusieurs Américains pensent des Noirs, mais nul n'a le courage de le dire ouvertement comme lui. On dirait que les Américains sont hypocrites. » Et il continue « Et si les Africains reviennent au bercail, il n'y aura pas de vraie révolution comme dans le temps passé. » C'est une question.
parce que les vraies têtes révolutionnaires sont parties s'installer chez eux. C'est ce qu'il dit. Les vraies têtes révolutionnaires Je ne sont sais pas ce parties qu'il appelle comme ça, s'installer mais chez eux. il dit Non. et si les Africains reviennent au bercail, n'y aura-t-il pas de vraie révolution comme dans le temps passé? Je veux dire, peut-être qu'il parle des gens qui peuvent penser le développement, l'industrie et tout. Non. Au Togo, par exemple, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de médecins togolais hein, en Oui. Occident qu'au Togo. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Je suis un ancien de la diaspora européenne. Et je peux vous dire que ce que les Blancs nous disent, ce que les Européens, j'aime pas davantage ce mot blanc, ce que les Européens nous disent quand nous étions chez eux, ils disent la fine fleur des Africains est en Afrique. C'est ce qu'ils disent. Ah oui. Et ça, je peux vous l'assurer. Les Africains qui sont capables de changer l'Afrique sont en Afrique. Ceux qui sont en diaspora, je connais un peu la diaspora togolaise en France, par exemple, et en Belgique. Quand vous voyagez, quand vous allez les voir, beaucoup sont préoccupés par les problèmes de papier. Beaucoup sont préoccupés par leurs installations là-bas. Beaucoup sont préoccupés par leur situation, comment faire pour avoir leur situation là-bas. Et ceux qui ont fait là-bas et qui ont eu le courage de venir, c'est ceux qui aiment peut-être leur pays et le continent et qui ont sacrifié peut-être des avantages, qui sont venus vivre dans des conditions difficiles et qui veulent changer les choses. Moi, je ne suis pas sûr que ceux qui sont capables de changer l'Afrique, c'est ceux qui sont à l'extérieur, c'est ceux qui sont en diaspora. Ceux qui sont en diaspora sont d'un apport à ceux qui sont restés ici, à nos pays, et éventuellement, nous avons besoin d'eux pour changer nos pays et le continent africain. Mais ceux qui doivent changer le continent, la fine fleur, est en Afrique. Je peux vous l'assurer. D'accord. Il y a Fichal Sebabé qui écrit « Bonjour Monsieur Fulbert Atisso, pensez-vous que les relations internationales seront troublées suite à l'élection de Donald Trump compte tenu de ses propos lors de la campagne ?» Je pense qu'il va y avoir quelques chamboulements dans les relations internationales. Et c'est ce que moi je voulais d'ailleurs, parce que j'ai jamais été d'accord avec le système qu'a instauré la mondialisation, avec l'imposition du néolibéralisme, avec la suprématie de l'Occident sur tous les autres pays et la domination des autres continents qui est encore plus forte aujourd'hui avec le système de la mondialisation. Et je pense que l'Occident est en train de faire aujourd'hui la marche inverse. Nous l'avons vu avec le Brexit. Oui. Le Brexit, c'était l'expression de la nation, l'expression de la souveraineté du peuple anglais, le rejet de la mondialisation, le rejet des blocs, le rejet de la coalition. Et je pense que Donald Trump est aujourd'hui, à mon avis, l'expression de cette anti-mondialisation. Et c'est d'ailleurs la quintessence du discours qu'il a servi à son peuple. Quand il parle de protectionnisme, quand il prône le protectionnisme, je vais protéger les États-Unis du reste du monde. Et avec tous les dérapages aussi. Quand il dit par exemple que je vais renvoyer les sans-papiers chez eux, je vais empêcher les musulmans de venir... Cette deuxième proposition, il a même déjà retiré hein, de ses projets de... ça commence bien pour lui. Alors, revenons maintenant à sa victoire. Est-ce que ceux qui rêvent aussi d'accéder au pouvoir comme au Togo peuvent en tirer? Roberto Spero-Kodjo demande « Bonjour Monsieur Fulbert, en tant qu'acteur de l'opposition togolaise, quelles leçons tirez-vous de la stratégie de Trump pour accéder à la Maison Blanche ?» Ici, nous n'avons pas de Maison Blanche, mais oui. Notre palais n'a même pas encore de nom. Je pense que oui, ça c'est une question qui est très bien posée parce que il y a des enseignements à tirer de la méthode, je vais appeler ça une méthode, de la méthode Trump qui puisse permettre d'arriver au pouvoir ici. C'est d'abord le refus de s'inscrire un peu dans un système. Et le système au Togo,
c'est ce méli-mélo entre pouvoir et opposition. C'est-à-dire le Jacques où es-tu, ce jeu de Jacques où es-tu qui se fait depuis pratiquement 25 ans entre le pouvoir et l'opposition. Est-ce que vous voyez le cycle exigence de réforme, négociation, élection, contestation, etc. Je pense que ceux qui veulent apparaître aujourd'hui aux yeux des populations, excusez-moi, comme des hommes nouveaux, doivent s'extraire de ce système. Donc il faut sortir du système, il faut analyser la société et la comprendre. Ça, c'est important, je l'ai redit plusieurs fois. Mais là, sur émission. ce point précis, parce que je voulais vous poser la question avant, sur ce point précis où vous parlez d'analyser, comprendre les besoins de la société et faire des propositions en fonction, Oui. quand vous prenez un candidat comme Donald Trump, il a derrière lui tous des moyens qui lui ont permis de faire des sondages. Il y a eu des sondages qui ont été commandités. Aujourd'hui, est-ce que cette opposition a ces moyens-là de faire des commandités, des sondages pour qu'on fasse des études sur ci et ça, pour qu'elle ait des résultats scientifiques et fiables? Oui. D'abord, je voudrais dire que si Donald Trump a pu gagner cette élection, c'est qu'il a cherché à comprendre la société américaine et à répondre aux aspirations. D'abord, la seule observation pendant longtemps permet de comprendre et de connaître les aspirations. Bon, maintenant la question des moyens. Lui, c'est un milliardaire. Et puis, quoi qu'on dise, il avait un peu l'appareil politique des républicains derrière lui. Donc, il a dû commanditer aussi des sondages, des analyses de spécialistes qui lui ont permis de comprendre et de lui dire d'aller dans tel ou tel autre sens. Au Togo, nous avons des difficultés à faire la même chose. Parce que nous sommes dans un pays particulier où, en dehors du pouvoir, il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de moyens. Quand vous observez aujourd'hui la façon dont le pays marche, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait encore des commerçants, des hommes d'affaires qui avaient des moyens. Quand vous prenez les frères Johnson, qui ont construit un grand frigo à Baie, quand vous prenez les frères Da Silveira, frigo Sotomarin, quand vous prenez Marc et May, il y avait des poches de richesse de gens qui avaient travaillé et qui avaient des moyens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me citer une seule personne au Togo, et ça n'est pas une fierté pour le pouvoir, ça n'est pas une fierté pour nous. Vous ne pouvez pas me citer une seule personne au Togo qui s'est enrichi par le commerce et les affaires. Et même s'il l'a fait, il est dans les allées du pouvoir. Sinon, il n'aura pas de marché. Ben, il n'aura pas de marché, voilà comment ça marche. Tout est fait pour appauvrir ceux qui sont en dehors du parti au pouvoir, tous ceux qui ne sont pas proches du parti au pouvoir. Et paradoxe, le Togo est le seul pays qui incarne ce paradoxe. Nous sommes le seul pays dans lequel les dirigeants, les hommes politiques sont plus riches que les industriels et les hommes d'affaires. Ça n'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Allez au Nigeria, au Ghana, tout ça, ce sont les industriels, les hommes d'affaires qui ont les moyens, mais au Togo, c'est le président, ce sont les premiers ministres, ce sont les conseillers, ce sont les ministres qui ont de l'argent, ceux qui sont dans le commerce, les entrepreneurs, tirent le diable par la queue. Alors, cela pose des problèmes à la constitution d'une véritable opposition. Parce que vous ne pouvez pas faire de l'opposition avec des moyens privés. Vous ne pouvez pas faire de l'opposition avec les moyens que vous utilisez pour vivre. Ce sont des gens, des commerçants, d'autres, des industriels qui financent les partis politiques dans lesquels ils se retrouvent. Aujourd'hui, au Togo, nous sommes dans une situation où, eh bien, pour analyser la société et la comprendre et proposer les bonnes recettes pour aller de l'avant, comme nous l'avons dit et comme l'internaute pose la question, eh bien,
il n'y a pas de moyen pour le faire. Et c'est la même question que pose Marc Dometti. Il dit pendant les campagnes, Donald Trump a été délaissé par la presse américaine. Même les sondages disent qu'il n'avait que 15% de chances de réussite. Qu'est-ce que l'opposition togolaise peut apprendre de cette victoire de M. Trump? Est-ce que la réponse à cette question n'est pas aussi que l'opposition n'a pas à compter sur un homme providentiel, une communauté internationale providentielle, où elle ne doit compter que sur elle-même, comme Donald Trump? Ben, bien sûr. L'opposition ne doit pas compter sur quelques personnes que ce soit à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons le soutien des populations. Et c'est déjà très important. Nous avons le soutien des populations à l'intérieur. Et moi, je compte davantage sur ce soutien pour réaliser les performances de nos partis lors des prochaines élections. Au niveau de Lomé, tout ça, nous avons beaucoup de soutien. Maintenant, nous avons besoin aussi de soutien matériel pour aller de l'avant. Ceux qui ont ces soutiens matériels, l'argent par exemple, ben, ils sont du côté du parti au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas compter sur eux. Les médias, parce que l'internaute pose aussi la question des médias, ben, moi je suis un ancien des médias. Je sais que pour sortir un journal, pour animer un média, il faut beaucoup de moyens. Les moyens, vous les trouvez où? Ben, vous les trouvez peut-être dans les petites combines, dans les petites relations, dans les lobbying que vous avez la plupart du temps du côté du pouvoir. Parce que les médias aussi ne peuvent pas fonctionner avec les moyens privés. Sur la vente, ça n'est pas possible. Sur les publicités, ça n'est pas possible. Et donc l'opposition qui n'a pas les moyens ne peut pas non plus compter sur les médias. Ça, c'est difficile. Mais moi, je suis un homme des médias et je sais que moi, je peux compter sur les médias. Merci, Fulbert Atisson. On va dire, revenir chez nous pour dire quelques mots sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Vous savez que le Togo, tout récemment, est passé à l'examen périodique universel. Et le ministre de la Justice qui a conduit la délégation a énormément vanté l'avancée de la situation des droits de l'homme dans notre pays. En tant qu'acteur politique, est-ce que vous voyez vous aussi qu'on a beaucoup progressé sur la question des droits de l'homme? Le ministre est dans son rôle. Son rôle, c'est de vanter les mérites. Il était le président du tribunal le 5 octobre. Oui. Bon. Donc, et ça, beaucoup ne le savent pas. Ah oui, tout à fait. Et justement, c'est l'évolution de la société telle que nous sommes en train de le dire. Et donc, il est dans son rôle, il a vanté les mérites. Moi, en tant qu'acteur politique, je ne suis pas d'accord avec lui, tout en reconnaissant que ce qu'était le Togo en 1990, quand il a été président du tribunal, où il a jugé des gens parce que les gens ont distribué des tracts pour parler mal du Togo, eh bien nous ne sommes plus aujourd'hui dans la même situation. Pas du Togo, du régime à l'époque. Pas pour parler mal du Togo. Tout à fait. Excusez-moi, c'est un lapsus. Alors, donc, voilà. Nous ne sommes plus dans la même situation aujourd'hui. Il y a eu des évolutions. Il y a eu des améliorations. Et ces évolutions et ces améliorations ne sont pas offertes sur un plateau d'argent. Les gens ont dû travailler, les gens ont dû se battre. Les gens ont fait la prison, les gens ont passé de vie à trépas. Donc il y a eu beaucoup de difficultés et c'est un travail qui a conduit au léger mieux que nous connaissons aujourd'hui sur le plan des droits de l'homme. Donc en tant qu'acteur politique, ma position c'est que il y a eu un léger mieux dans la question des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne les droits de première génération, c'est-à-dire les droits libertés. Donc il y a eu un léger mieux. Mais il reste encore à faire pour que nous soyons véritablement un pays respectueux des droits de l'homme. Et maintenant, sur les droits de deuxième et de troisième génération, les droits économiques et sociaux, qui sont liés au mieux-être, au bien-être des populations, à ce niveau-là, le travail est entier, rien n'est encore exploré.
les droits de troisième génération, l'environnement, etc. Bon, voilà. Il y a pas- Malheureusement, à l'examen périodique universel, ce qui les préoccupe le plus, ce sont les droits de l'homme. Alors, il y a eu aussi... Les droits de première génération, oui, on va dire. il y a eu des recommandations qui ont été faites à notre pays. Et puis, comme les Blancs, ou vous n'aimez pas beaucoup les Blancs, mais les Occidentaux aiment énormément la question de l'homosexualité, il a été demandé au Togo d'envisager comment insérer ça dans notre arsenal juridique. Beaucoup, hein, notamment le pasteur Edo Komi a condamné cela. C'est vrai, le Togo a noté cette recommandation, c'est-à-dire l'a rejetée purement et simplement. Pourquoi tente-t-on aujourd'hui de forcer l'Afrique à adhérer à une pratique, excusez, là je vais faire appel aux chrétiens que je suis, satanique, barbare, enfin je sais pas moi. À ce niveau-là, je suis d'accord avec mon pays. Je suis d'accord avec l'attitude du Togo, qui a rejeté cette proposition de façon abrupte. Là, je suis d'accord, parce que je suis togolais, quand quelque chose est bon, on doit le dire, quand quelque chose est mauvais, il faut le dire aussi pour que nous puissions aller de l'avant. Notre parti est d'idéologie démocrate croyant. Par rapport à cette idéologie, nous portons des valeurs, notamment les valeurs d'humanité, et nous ne pouvons pas accepter l'homosexualité. Nous ne l'acceptons pas. Nous rejetons ça de façon abrupte, comme vous le rejetez aussi. Bon, vous avez fait appel à vos convictions chrétiennes. Je ne veux pas faire référence aussi aux miennes. Mais je dis simplement que là, à ce niveau-là, je suis en phase avec l'attitude de l'État togolais, parce que l'homosexualité est une perversion. C'est une dénaturation, c'est le monde à l'envers, on va dire. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que les Occidentaux ont plus tendance, par exemple, à trouver bizarre la polygamie et à accepter l'homosexualité. Ça sort du commun. Hein? Oui, tout à fait. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans une polygamie déguisée. Enfin, quand vous allez en Europe, la plupart des gens, enfin des hommes, ont des maîtresses. Donc, en fait, ils ont peur de la répression, puisque la loi dit qu'on ne peut pas être bigame, qu'on ne peut pas avoir plusieurs femmes, mais on le fait d'une façon cachée. On a des maîtresses à l'extérieur, on a vu même avec les présidents et tout. Et en même temps qu'ils trouvent bizarre cette attitude en disant c'est l'attitude des musulmans, donc des gens qui sont arriérés, la polygamie, eh bien ils adoubent, ils acceptent l'homosexualité. Et en Europe, tous les partis socialistes qui ont adhéré au pouvoir sur les dernières périodes, même la Maison Blanche, à la Maison Blanche, sur 8 ans, on a eu un parti socialiste, les démocrates, ils ont tous légalisé l'homosexualité. Et pourquoi cette tendance à vouloir toujours embarquer l'Afrique dans cette histoire? Alors, voilà. Ils pensent... Moi, je me souviens que j'étais dans un milieu en Belgique où je condamnais l'homosexualité. On m'a trouvé complètement bizarre. Et on m'a couvert de toutes les opprobres en disant ben, vous êtes vieux jeu, vous ne comprenez rien, vous êtes arriérés, etc. Donc, pour la société occidentale, c'est l'expression de la liberté. On estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut, y compris de son corps. On est libre d'utiliser son corps pour faire ce que l'on veut. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la raison pour laquelle la position de notre parti, c'est que nous ne sommes pas pour la répression de l'homosexualité, mais nous sommes contre l'homosexualité. Nous ne pouvons pas admettre sa légalisation. Nous ne pouvons pas admettre que l'on parle de l'homosexualité, mais la répression, non. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui pratique de l'homosexualité ne commet pas d'infraction. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. Ce n'est même pas une question de loi, parce que quand vous allez dans la doctrine du droit pénal, il y a infraction chaque fois que l'acte que l'on pose porte atteinte à l'ordre public. C'est-à-dire que si vous tuez par exemple une personne, eh bien vous tuez
vous enlevez le père de quelqu'un, vous créez du tort à une famille, vous créez du tort à l'État, vous empêchez des orphelins d'aller à l'école, etc. Donc c'est des troubles que vous créez. Quand vous volez quelqu'un, vous empêchez quelqu'un qui a ses moyens de jouir de ses moyens, de dépenser son argent que vous volez, etc. Donc il y a un trouble. C'est-à-dire que vous déplacez quelque chose. Et donc l'infraction, c'est chaque fois que l'acte est susceptible de créer des troubles, de créer des difficultés, de nuire. Mais l'homosexualité, la personne pratique l'homosexualité avec son corps. Est-ce qu'il gêne les autres en faisant ça? Normalement, il ne gêne personne en faisant ça. Donc, dans la doctrine du droit pénal, celui qui fait l'homosexualité ne crée pas de trouble à l'ordre public. Moralement, ça n'est pas accepté. On peut parler de problème moral. Ça pose un problème moral. Mais ils pratiquent ça avec son corps, ils pratiquent ça avec leur corps, ça ne pose de problème à personne. C'est pour ça que nous sommes contre la répression. Quand quelqu'un est homosexuel, qu'on le voit dans la rue, on n'a pas besoin de crier sur lui, de le taper, etc. L'État ne peut pas le condamner ou l'arrêter, comme c'est le cas en Ouganda. Oui, mais c'est c'est réprimé en Ouganda. Nous ne sommes pas pour la répression parce que nous estimons que cela pose un problème moral et philosophique et un problème aux croyances, mais ça n'est pas une infraction. Mais pour nous, cela pose des problèmes aux valeurs que nous incarnons en tant que chrétiens, vous l'avez dit tantôt, en tant que croyants. Même dans les couvents animistes, on n'accepte pas cette perversion-là. Donc personne ne l'accepte. Et donc nous sommes contre ça, nous aussi. Et nous sommes d'accord avec l'État togolais qui a été contraint à accepter ça, l'homosexualité, et qui l'a rejeté parce que le Togo n'accepte pas cette pratique-là. Tout en respectant ceux qui font cette pratique-là, je ne les gêne pas, mais je les exhorte à revenir à la situation normale. Fulbert Atisso, ce sera votre mot de fin. Merci d'être passé dans un œil sur l'actualité. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de faire le débat avec vous pendant ces 90 minutes. Vous êtes le président du parti politique Le Togo Autrement. Cette émission s'achève ainsi. Merci à vous tous qui l'avez suivi et puis en direct également dans le monde entier sur le www.lcftogo.com. Vous continuerez de faire le débat avec moi sur Facebook, Samuel Yanvi, comme c'est écrit. Et puis sur YouTube, cette émission sera disponible dès ce lundi. Vous pourrez également suivre et y ajouter vos commentaires. Allez à la chaîne YouTube Un œil sur l'actualité. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Portez-vous bien.